Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, toujours laissez un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1. Voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG TV. J'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord à vous féliciter pour l'œuvre que vous faites au quotidien à travers votre émission, et ce qui permet de sensibiliser beaucoup de jeunes par rapport au fléau dans la société. Je voulais participer aujourd'hui en racontant une histoire que j'ai vécue personnellement il y a cela environ un peu plus d'une vingtaine d'années du côté de la ville de Ngaoundé où j'ai grandi. Mais bien avant, d'abord, j'ai invité tous les auditeurs, les téléspectateurs, les abonnés de cette page à liker et à partager, car notre but est naturellement de sensibiliser davantage la jeunesse face au fléau de la société. Pour en venir à l'histoire en question, il y a de cela un peu plus d'une vingtaine, ici dans la ville de Ngaoundé où j'ai grandi. À l'époque, j'étais encore élève, j'étais sur le banc et j'avais un camarade de classe qui était originaire du Tchad. Donc, c'était un jeune garçon tchadien. Et généralement, les week-ends, nous avions l'habitude d'aller nous battre, c'est-à-dire de chercher un peu de l'argent quand nous étions encore des adolescents. Et lui particulièrement, généralement, le dimanche comme ça, il allait au quartier louer le pousse-pousse. Il y a un papa chez qui il louait le pousse-pousse. Il allait au marché, il travaillait pendant toute la journée. Et lorsqu'à la fin de la journée, il avait gagné peut-être un peu d'argent, soit peut-être 2000 francs ou 3000 francs, ça dépend. Il utilisait une partie de cet argent pour acheter quelque chose, soit peut-être du savon ou un peu d'huile, je ne sais pas trop quoi, quelque chose qu'il ramenait chez eux. Et le reste, il gardait ça comme son argent de poche. Et j'avoue que ses parents, quelque part, étaient plutôt fiers de lui. Mais ce qui se passe, c'est qu'un jour, un dimanche, après avoir travaillé pendant toute la journée, on ne sait pas trop ce qui s'était passé ce jour-là. Soit il a égaré son argent, l'argent qu'il a travaillé pendant la journée, ou il s'était fait soutirer, je ne sais plus trop quoi. Mais, mais ce qui est là, c'est que il s'était approché d'un vieillard, qui était commerçant qui vendait là. Il a soutiré 1 litre d'huile au vieillard. Le vieillard a observé et a vu la scène. Mais le vieillard, connaissant le garçon et connaissant sa famille, n'a pas voulu en faire une scène. Le vieillard a fait comme s'il n'avait pas vu, comme s'il n'avait pas remarqué, comme s'il n'avait pas vu le petit en train de voler le litre d'huile. Et comme il connaissait la maison de ses parents, il a fait semblant de n'avoir pas vu. C'est comme ça que la journée passe, la nuit tombe, le vieillard rentre chez lui. Le lendemain matin, il se rend dans la famille du jeune garçon en question, qui était mon camarade de classe. Il va rencontrer ses parents et leur fait comprendre que hier, au marché, leur fils est venu et a volé 1 litre d'huile au niveau de son commerce. Mais il n'a pas voulu en faire une scène, étant donné qu'il connaît que c'est un enfant et qu'il connaissait bien la famille de cet enfant. Ses parents aussi, sachant bien qu'hier, la veille, l'enfant a ramené 1 litre d'huile parmi plusieurs autres choses qu'il a ramenées du marché, n'ont pas voulu comprendre ça de cette façon-là. Ils ont plutôt essayé de défendre l'enfant en leur disant que non, ils ont bien éduqué l'enfant et que l'enfant n'est pas un voleur et que d'ailleurs d'habitude, chaque enveloppe, depuis plus d'1 an, chaque dimanche, lorsque l'enfant va au marché, en rentrant, après avoir travaillé durement pendant toute la journée, l'enfant utilise une partie de son argent pour acheter quelque chose qu'il amène à la maison pour la famille avant de garder le reste comme son argent de billets pour la semaine. Le monsieur a dit ok, il en soit ainsi. Et comme maintenant je suis venu accuser votre enfant injustement chez vous, c'est moi dans le malhonnête, on va voir d'ici une semaine. D'ici une semaine, on saura
qui a dit la vérité. On sort là, on va voir, du moins d'ici une semaine, on va voir. C'est comme ça que 2 ou 3 jours plus tard, les parents du garçon et le garçon, même un après-midi, était au champ en train de déterrer la patate. Ils étaient comme ça en plein novembre, en plein début de saison sèche. Ils étaient en train de déterrer la patate. Puis subitement, comme ça, on voit seulement en pleine saison sèche, un petit nuage noir et puis une fine pluie qui se met à tomber comme ça. Et puis on entend un coup de tonnerre, boum! Tout le monde s'est écroulé, ils se sont tous écroulés. Les parents, le garçon en question et ses frères et sœurs qui étaient au champ. Quelques secondes après, ils ont tous relevé, mais le garçon était mort. Et puis, subitement, il y avait des mouches qui entouraient le cadavre. C'est comme ça que les gens ont vu remarquer la scène. Les gens sont mis à crier, à pleurer, lamentation de tous les côtés. Et non loin de là, il y avait le noviciat, c'est pas le camp des sœurs de l'Église catholique. Ce sont ces sœurs qui sont venues porter le corps de l'enfant pour aller garder la morgue. Et c'est comme ça qu'elle finit cette histoire. Bon, c'est vrai qu'après, ça s'est poursuivi au niveau de la chefferie et puis au même niveau du Lambida de Ngaoundéré. Et paraît-il même qu'à un moment, le Lambida de l'époque avait sorti une interdiction chez certaines choses comme l'histoire de tonnerre et autres. Bon, la leçon que moi j'ai tirée de cette histoire, c'est que nous, les parents, c'est bien beau quand ils ont leurs enfants qui se battent et tout, encore même si on se dit que notre enfant et que l'enfant est battant, c'est une bonne chose. Mais déjà, lorsqu'une personne qui est mature, un père, notre père de famille vient parfois peut-être accuser notre enfant, parfois c'est mieux encore de chercher à comprendre vraiment. Il ne faut pas seulement défendre l'enfant, vous dire que non, mon fils n'est pas un voleur, machin, patati patata. Parfois, il faut m'accepter de perdre. Parfois, mais c'est mieux de dire que oui, ok. Vous dites que mon enfant a volé 1 litre d'huile, ça coûte combien? Et chercher à rembourser, en supposant que le publicitaire a raison, et rembourser même que de prendre le risque sans savoir vraiment ce qui s'est réellement passé. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMJ, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, je ne sais pas si ça part du genre paralysie du sommeil jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre cette histoire parce que je n'ai jamais pu raconter ça à mes parents. C'est jusqu'à cette année que je me souviens que l'une de mes tantes m'avait rappelé que je me souviens. Je dis aussi à ma mère. Puis j'avais complètement oublié ça dans ma tête. Bon, j'avais 10 ans, mes parents m'avaient envoyé au village aller fréquenter. Le temps-là, c'était dur. Arrivé au village, des jumelles à mon grand-père, les avant-derniers nés de la deuxième femme, dormaient chez l'une des voisines. Bon, chaque soir, comme ça, quand on finissait de préparer, on finissait tous nos petits travaux, elles allaient là-bas dormir. Moi, je dormais à la maison. Parce que chez nous, vous connaissez à l'ouest, il y a les maisons. On fait les maisons, il y a la grande construction où le père dort, les femmes dorment de leur côté. Donc les enfants, nous dormions dans la maison de notre grand-mère. Et puis la grand-mère dormait dans la grande maison avec le grand-père. Donc c'était un peu comme ça là. Bon, il y a un soir, tout le monde est parti en week-end. Moi, je suis restée là avec mes petites tantes. Le soir est arrivé, chacun allait dormir sur sa part de place. Et moi, je ne pouvais pas dormir dans la grande maison. La peur des enfants, quoi. Bon, je me suis décidée de leur suivre le jour-là. Je suis arrivée là-bas. La grand-mère là m'a dit que je ne peux pas dormir sur le lit avec eux puisque ils étaient déjà au nombre de 4 sur le lit. Donc, il y avait la grand-mère, les 2 jumelles, et le Benjamin, ça faisait 4 personnes sur le lit, ils étaient déjà serrés. Elle m'a donc arrangé une place au salon avec les draps et tout que couche-toi là-bas, tu dors. Parce que dans la chambre, il n'y a pas l'espace. Bon, pour moi, ça n'était pas trop inquiétant parce que je savais que même si il y a quoi, je vais crier et puis on va venir me chercher. Ils vont sortir de la chambre, venir me voir. J'ai fait mon signe de croix et tout. Je me suis couchée, je me suis endormie. Bon, au milieu de la nuit, je dormais, j'ai rêvé. Quand je me souviens, j'ai rêvé
d'un homme qui me demandait en mariage et tout. L'homme là était beau, tellement beau dans mon rêve. Je ne sais pas. Donc, il était comme ça. Quand j'ai sursauté, j'étais en train de réfléchir, étant petite, que ça, c'est quel genre de rêve. Je regarde à l'entrée de la porte, je vois une silhouette de quelqu'un. Donc, quelqu'un qui était placé là-bas devant la porte. L'ombre. Je vois l'ombre de quelqu'un à travers la porte. La lune éclairait franchement. Je vois la personne est en train de tourner, se déplacer. Bon, moi, je me suis dit que peut-être ce sont les arbres dehors et tout et tout. Je me suis ouvert la face et me suis reculé loin au fond, au bout du lit de l'autre côté. J'ai dormi, donc quand j'ai reculé ma face et j'ai tremblé sur le drap, je peux dire que c'était la peur. Bon, je ne sais pas ce que j'ai vu franchement, mais après ça, j'ai compris comme les pas qui avançaient et quelqu'un tapotait. Quelqu'un a commencé à tapoter le lit, tapoter. Donc, comme si on cherchait quelque chose sur le lit, on tapotait, on tapotait. Je voulais crier, je n'ai pas pu crier. J'ai cherché à crier fatigué, je n'ai pas pu crier. J'ai crié, je voulais crier, j'ai appelé les noms de mes soeurs, ça ne sortait pas. J'appelle le nom de la grand-mère, ça ne sort pas. La personne tapote en avançant, comme si on cherchait quelque chose sur le lit. Donc, comme s'il y avait quelque chose de perdu, la personne est en train de chercher. C'est où je me suis rappelé que ma mère m'avait dit que si un jour je suis en danger, je prononce le nom de Jésus et je vais être sauvée. C'est où j'ai dit Jésus, ça sort fort là. Et je sens que j'ai pu parler. Quand je sens que j'ai pu parler, je commence à crier fort. La grand-mère la sort. Elle me dit que c'est quoi? C'est où je commence à raconter ce qui s'est passé. Elle prend le sel et verse, elle commence à bavarder dans la maison que si quelqu'un est venu pour nous faire du mal, pour nous effrayer, qu'elle ne connaît rien. Elle verse, elle parle en notre dialecte comme ça là. Elle verse. Quand je me suis réveillée le matin, dans le soir là, je lui ai dit que je ne peux plus m'endormir au salon. On va seulement se serrer tous dans la chambre. On s'est serré dans la chambre et là, j'ai complètement oublié, même dit à mes grands-parents que je suis allée dormir quelque part, parce que ce qui s'est passé, même appeler ma mère pour dire rien. J'ai complètement, c'est sorti de ma tête. Tout récemment, l'une des jumelles, elle m'a rappelé ça. Elle m'a rappelé que tu te souviens quand tu étais comme ça. C'est où c'est encore revenu dans ma tête. Vraiment, j'avais vécu ça. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà passé. Quand je raconte même ça à quelqu'un, on me dit que non, que peut-être c'est la peur, jusqu'à ce qu'elle ne parvienne pas à parler. Je veux appeler même quelqu'un, je ne parviens pas à parler. C'est un peu inquiétant. C'était un peu inquiétant pour moi. C'est même cette année-là que j'ai dit ça. Je raconte ça à ma mère. Ma mère me dit que, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Elle dit que, mais moi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est aujourd'hui cela qui me rappelle même de ça parce que telle personne m'a aussi rappelé jusqu'avant que moi-même je suis en train de te raconter comme ça là. Donc c'était un peu ça mon histoire pour dire que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Si quelque chose est en train de vouloir vous arriver, seulement ce nom-là peut vous sauver. Seulement ce nom-là. La force qui est en prononçant ce nom-là, peut-être vous ne connaissez même pas. On ne réalise même pas souvent. Et c'est comme ça peut-être que Jésus m'a délivré. Son nom m'a délivré d'une situation qui devait peut-être m'arriver là, ce jour-là. C'était un peu ça mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la team, bonjour aux éditeurs et auditrices de DMG TV. Likez, partagez et commentez. Je viens encore avec une histoire que je dirais qu'elle est mystique. Il s'agit d'un accouchement rocambolesque. Ça, c'est le titre. Et en fait, il s'agit de... C'est ma propre histoire, une histoire dans laquelle j'étais dans une relation, je dirais, compliquée avec une ex qui nous laissait pas vivre. Elle nous attaquait à tout bout de champ. Elle disait non, c'est son mari à vie, on lui a payé la dot et tout et tout. Et bon, vous avez, comme a dit, vous avez divorcé, vous n'êtes plus ensemble. Elle insistait, c'est son mari à vie. Et quand moi je rencontrais le monsieur, ça faisait plus d'une année qu'ils étaient même plus ensemble.
Et donc, voilà qu'au cours de ma relation, elle était là tout le temps. Vous savez, quand les gens ont des enfants, on utilise les enfants aussi, hein. La relation était insupportable. Je suis partie, on est revenu me demander pardon, reviens, non, je vais gérer. Et le monsieur ne gérait rien. En fait, il n'y avait pas de limite. Quand il disait, ben non, c'est la mère de mon enfant, elle est jalouse, elle est comme si. Et pendant ce temps, en fait, j'avais l'impression que j'étais, et c'est ce qui s'est passé, hein. J'avais l'impression que j'étais la femme qu'on utilisait pour rendre l'autre jalouse. Vous voyez? Et donc, c'était dans cette optique que le monsieur, moi, je suis tombée enceinte. Et donc, quand elle a su que j'étais enceinte, oh bon Dieu, les attaques ont été physiques. Physiques. Et après, son père a dit, vous allez voir. Quand son père a appelé, ils parlaient dans leur langue. Moi, je ne comprenais pas quoi. Je ne comprends pas leur langue. Ils étaient en train de se parler là au téléphone avec le monsieur. Le monsieur lui criait aussi dessus. Et en fait, j'ai entendu le monsieur disait, ben, c'est elle qui est partie et tout. Elle m'a même foutu à la porte en Europe ici. Elle est partie, qu'elle me laisse vivre ma vie là. Et moi, j'ai compris ça quoi. Et donc, du coup, le monsieur me dit, non, le beau-père a dit dans leur langue que jusqu'à sa mort, c'est sa femme, il va la reprendre. Moi, j'ai dit au monsieur, il dit, toi et moi là, on n'a qu'à voir, moi, j'aime pas les problèmes, hein. Il me dit, non, non, il n'y a rien, c'est des gens, ils racontent des histoires. Et le monsieur, c'était quelqu'un de très spirituel parce qu'il priait, il avait des visions. Il me dit, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit est avec nous, rien ne va se passer ici. Je vous assure, je suis chrétienne, hein. Moi, là, je me suis confiée au Saint-Esprit et à Dieu. Et il s'est passé une erreur. Parce que le monsieur me disait toujours, on est avec Dieu, est avec nous, ne t'inquiète pas. Mais je me suis rendu compte, hein, moi, j'avais la foi. Je savais que Dieu était avec nous, j'avais la foi. Mais il s'est passé quelque chose que je ne peux pas décrire. Dieu a permis qu'on nous tente. Je ne sais pas si Dieu, c'est le diable, mais il y a quelqu'un qui a permis en tout cas que l'histoire la bascule. L'histoire a basculé au moment de mon accouchement. J'arrivais pas à accoucher. J'étais malade. Les douleurs ont déclenché 5 jours. Pas d'accouchement. Deuxième jour, l'hôpital a déclenché l'accouchement. C'est pour dire, avec tout il y avait 3 médicaments différents en Europe, on a déclenché. Et il y avait un médicament, le 4e était expérimental qui venait des États-Unis, mais ils m'ont dit, ah, il faut signer, il faut faire ceci. Moi, j'ai dit, je ne signe pas ce qui est expérimental et tout, hein. Et donc, du coup, l'enfant ne sort pas. Mais bizarrement, l'enfant avait tourné. Vous comprenez? Ça veut dire que pendant que le col de l'utérus ne s'ouvrait pas, l'enfant avait pris sa position et il poussait. Il poussait, le col ne s'ouvre pas. Donc, le 5e jour, le médecin dit, ben, il faut faire une césarienne. Et moi, j'ai dit, non, il ne faut pas faire une césarienne. Mais ma mère, qui était venue d'Afrique, qui est aussi du métier, commençait à pleurer en me disant, j'ai jamais vu ça, même en Afrique. Chez nous, quand ça se passe, on trouve les solutions spirituelles. Laisse, ils vont faire la césarienne. Moi, je vous assure que c'est après, au dernier moment qu'ils ont fait la césarienne, parce que je ne pouvais même plus, mes muscles, rien ne marchait. Pour signer, même, on a attrapé ma mère pour que je puisse signer, parce que ma mère était, en fait, mon conjoint était à l'extérieur et ma mère, étant donné qu'on n'était pas mariés, on vivait ensemble, donc le parent le plus proche, c'était ma mère. On était là, il fallait attraper ma mère pour que je signe pour l'accouchement. Quand la petite est née, elle avait la tête cabossée partout. Elle avait une tête d'extraterrestre parce que tout était cabossé, parce que ça faisait assez longtemps qu'elle était en position et n'arrivait pas à sortir. Et donc, en fait, on peut dire que c'est une histoire qui arrive, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je rentre à la maison avec mon conjoint? J'ai eu une infection encore au niveau du ventre, il fallait repartir à l'hôpital. Après, j'ai fait une crise de tension, je me suis retrouvée en néphrologie parce que mes reins ne fonctionnaient plus bien. Et ça s'est passé comme ça, c'est des phénomènes scientifiques explicables. Et un beau jour, mon copain et moi, mon ex et moi, on a commencé à se bagarrer, on s'insultait. Vous voyez la violence, il vient, il tape la porte. C'est comme si quelqu'un est possédé. Il tape la porte, il crie comme s'il est fou là. Vous voyez?
Ben, 3 mois après, moi, j'ai plié bagage, hein, parce que la violence on pouvait plus. On pouvait vraiment plus. Et c'est là, euh, ce qui s'est passé. Je suis allée dans un groupe de prière et quand la dame a commencé à prier, elle me dit, fuyez ce monsieur. Le Saint-Esprit dit de vous dire que ce foyer n'est pas à vous. Vous devez fuir ce monsieur. Et j'ai une copine qui dit, ah, vous voyez, chez nous, j'allais dire le Mali, j'ai une copine qui dit, ah, moi, je connais une dame qui jette les coris là. Elle est trop forte, je vais aller, je te reviens tout de suite. Et le message de la dame, c'était, que la mort ne vous a pas suffi. Hein. Que si il faut prier, il faut remercier Dieu parce que la mort vous a raté. Et que ce monsieur, il ne faut plus être avec ce monsieur si vous voulez avoir longue vie. Pendant ce temps, moi, j'étais dans mes prières. Hein. J'ai dit non, je suis une élue du Seigneur Jésus, rien ne peut m'arriver. Et c'est là mon oncle m'a raconté l'histoire qui est mystique. Mon oncle me dit, premier jour, tu n'arrivais pas à coucher. Deuxième jour, tu n'arrivais pas à coucher. Troisième jour, j'étais obligée de me taper 200 km en voiture, aller-retour. 200 aller, 200 retour. Je suis rentrée dans une grotte. Une grotte où on m'a dit, puisque quand ça n'allait pas, ta mère m'a appelé en pleurant, en disant, oh, mon enfant va mourir, je sens que ça va mal se passer. Mon enfant va mourir parce que moi, j'ai jamais vu ça. Elle crie, elle souffre, mais elle ne veut pas signer. On lui parle depuis 2 jours, elle ne veut pas signer, trouver une solution. Mon oncle dit donc qu'il s'est déplacé. Quand il est arrivé dans la grotte, le monsieur, il était mon oncle me dit, dans les films africains, tu vois le monsieur avec un kojo, en fait c'est les slips en pagne là, et puis les tout nus là. Elle disait, mais on est allé dans la grotte, le monsieur nous dit qu'on est venu pourquoi, il dit il est venu parce que sa nièce n'arrive pas à coucher et tout, il est venu pour voir de quoi il s'agit. Et le monsieur lui dit, ah mais on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est sauver un. Sinon, les deux doivent mourir. Et mon oncle dit, mais pourquoi les deux doivent mourir? Que parce qu'il y a une dame qui a demandé à un fétiche de prendre les deux. Et mon oncle m'a dit, de prendre les deux comment? Elle n'est pas de notre famille, elle ne peut pas demander de prendre les deux. Le monsieur dit, elle a déjà donné les deux. La seule chose qu'on peut faire, on peut demander de prendre un. Il faut demander à sa mère, elle choisit qui? Soit l'enfant, soit sa fille qu'elle a mis au monde, soit le petit enfant, elle doit choisir un. Et mon oncle dit, quand il a appelé ma mère a dit, je ne choisis personne. Nous, on n'a pas fait de mal à quelqu'un dans notre famille. On ne les connaît pas, ils n'ont pas le droit de prendre quelqu'un de chez nous. Mon oncle dit que comme il était là-bas, il est resté 2 jours là-bas, il a dit, ah, nous, on ne choisit personne. Ma soeur a dit, on ne choisit personne. Nous, on n'a rien fait. Et le monsieur a dit, en tout cas, vous devez offrir une personne. Et donc, mon oncle a dit retour à l'envoi, nous offrons la personne qui a donné notre enfant. Et le monsieur dit, ça ne suffit pas, vous devez payer autre chose. Et mon oncle a dit, qu'est-ce qu'il faut payer? Il a dit, vous devez payer un bœuf. Un bœuf qui s'ajoute à la personne à qui vous donnez. Et mon oncle a dit qu'il a payé le bœuf. Il a payé le bœuf. Je pense qu'il disait, ça lui a coûté 150 000 ou 175 000 à payer le bœuf. Et il a dit, nous donnons la personne. Vous savez ce qui s'est passé? Ça s'est passé 3 mois exactement. La belle-mère de mon ex, là, elle est morte comme ça. Elle était chez elle à la maison. Elle n'a pas fait de maladie. Hein. Elle est morte. Elle est morte. Elle n'a ni fait maladie. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est morte, je vous avais dit que nous, on était dans nos bagarres. Je sais qu'elle est morte un 12. Un 12, le 23, moi, j'ai dit à mon ex, je quitte la maison. J'ai ramassé toutes mes affaires dans la maison parce qu'il était devenu comme... vous savez, quand une personne possédée, quand moi, j'ai quitté la maison, devinez ce qui s'est passé. L'autre qui était partie, elle est revenue dans la maison 10 jours après. Vous comprenez? Moi, j'ai quitté la maison et l'autre est revenu 10 jours après dans la maison. Et ils ont continué comme si moi, j'avais jamais existé. C'est comme si moi, j'avais jamais existé. Moi, ça veut dire moi et mon enfant, on a disparu.
C'est comme si on n'avait jamais existé. Ça veut dire comme si il n'avait même plus de lien même avec mon enfant. Et moi, je trouvais ça quand même bizarre. Je dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce monsieur? Il dit, mais non, c'est trucs, comment on appelle ça? Comment on appelle le monsieur là, il s'est joué de moi alors et tout. Eh ben non, le monsieur ne s'est pas joué de moi. Après, c'était bon, disons que je vais pas dire la date parce que le mois parce qu'il peut arriver parce qu'il m'a dit qu'il vous écoutait aussi, hein, donc il faut que je sois prudente. Et donc je pense exactement 2 mois et demi après, j'étais tranquillement assise chez moi. Le frère du monsieur m'appelle et le frère du monsieur me dit, j'ai besoin, je t'appelle parce que j'ai besoin de me confier. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah mon frère, ça va pas, il a démissionné de son travail, il parle seul, il va pas bien. Et moi, j'étais obligée mon oncle m'a appelé de l'Afrique pour me dire, ton frère, si on ne fait pas des sacrifices, il va devenir fou, on lui a fait quelque chose. J'ai demandé, est-ce que c'est moi qui ai fait? On me dit, non, c'est pas moi. J'ai dit, ben, beaucoup de courage. J'ai dit, non, il faut que je te parle et tout. Et donc, moi, j'en parle à mon oncle, quoi. Mon oncle me revient et puis me dit, ah, il faut que tu me donnes 100 000 francs. Il dit, c'est pour faire quoi? Ah non, sinon le père de ton enfant, il va se déshabiller. Hein? Ah non, il va se déshabiller. Il va se déshabiller, on vient de me dire qu'il va se déshabiller. Il dit, il va se déshabiller, pourquoi? Que parce qu'on lui a fait quelque chose pour qu'il répare quelque part. Et comme son esprit est fort, il ne va pas bien. Vous savez ce que moi j'ai fait? J'ai dit, je ne donne pas 5 francs. Excusez-moi. Hein. J'ai dit, je ne donne pas 5 francs. Après, il y a eu ce qu'on appelle la conscientisation parce que j'ai eu affaire à s'il te plaît, c'est quand même le père de ton enfant, vous avez eu de bons moments, il ne savait pas qui était son adversaire, il faut que tu l'aides. Pendant ce temps, moi, le monsieur, il ne voulait pas me sentir. Hein. Oh là là, il ne voulait pas me sentir. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai eu pitié. J'ai donné les 100 000 francs. J'ai dit, bon, je le fais au nom de Jésus. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de gris-gris, là. Débrouillez-vous. Après, le monsieur allait mieux. 6 mois après, le monsieur m'appelle pour me dire, excuse-moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi on n'est plus ensemble. Est-ce qu'on peut se remettre ensemble? Moi, je dis jamais de la vie. Moi, je dis jamais. Ça fait 5 ans que ça dure. Hein. Moi, j'ai dit jamais de la vie. Parce que quand moi, j'ai quitté, la première chose que j'ai eue, quand je suis partie à l'église, et que la dame qui fait les visions à l'église, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, plus jamais, ne repartez plus jamais là-bas si vous voulez avoir la vie sauve. Et moi, vous vous rendez compte, quelqu'un qui était doux, gentil, poli, qui massait vos pieds, un jour, il tape les portes, il crie sur vous, il vous pousse. Ah ben non, c'est une histoire, gris-gris ou pas gris-gris. Moi, dès qu'il y a 1% de violence, moi je me cherche, hein, je tiens à ma vie. Et donc du coup voilà l'histoire, je ne sais pas si elle est mystique. Bon, je pense qu'elle est mystique quand même, hein. Elle est mystique parce que je ne sais pas s'il y a vraiment un rapport avec mon accouchement et le décès de la belle-mère. Ça je ne sais pas, c'est elle seule qui sait. Mais il y a une chose que je vais vous dire, quand je suis repartie en Afrique, ma copine m'a dit, ah, viens, on va aller, tu sais, tu as beaucoup souffert et tout, viens, on va aller consulter. Quelque chose que on m'a interdit de faire. Et c'est depuis ce temps-là que je ne sais pas, je suis désolée, je vais parler aux gens qui sont chrétiens. J'étais une chrétienne fervente. Mais depuis que cette histoire-là s'est passée, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie, hein. Mais j'ai compris que Dieu est au-delà du christianisme. Dieu est vraiment au-delà du christianisme et que la tradition africaine règle certains problèmes que la prière prend du temps pour régler. Parce que dès que je suis arrivée chez la dame a refusé de me recevoir. Quand elle m'a vue, elle dit que je ne rentre pas chez elle, de partir et de revenir un autre jour. Moi, je lui ai dit, bon, si je pars, je ne reviens plus. Elle dit que c'est moi qui ai besoin d'elle, c'est pas elle qui a besoin de moi. Et ma copine a insisté, s'il te plaît, elle n'habite pas à côté, elle habite très loin, de l'autre côté de la ville. Hein, je l'ai forcée à venir ici, s'il te plaît. La dame a dit non, elle ne me reçoit pas. Vous imaginez, on a quitté sa cour, on s'est arrêté devant sa porte, on discutait 2 minutes. Elle a couru revenir et elle nous a dit, il faut que vous rentrez. Quand on est rentré, elle a enlevé ses courriers, elle a jeté à terre et elle a commencé à dire, oh,
vous venez de très loin. Normalement, elle ne regarde pas parce que ses genoux se reposent, mais ils ont voulu regarder pour moi, pour me dire quelque chose. Et donc, je lui dis de quoi il s'agit. Elle dit, ce monsieur que vous avez quitté, ne repartez plus jamais dans cette relation. Si vous repartez, vous allez perdre la vie. C'est ce qu'elle m'a dit. J'ai dit 2 personnes. Les chrétiens m'ont dit que j'ai perdu ma vie. Les animistes aussi, bon, les traditionnels, bon, excusez-moi de dire animistes, les traditionnels aussi disent je vais perdre ma vie. Elle me dit, vous êtes une morte vivante. Vous avez eu un accouchement dans lequel vous ne devez même pas sortir. C'est parce que votre vie n'était pas finie. Dieu a dit votre vie n'était pas finie. Votre vie n'est pas finie. Mais cette personne-là, si vous restez avec cette personne, votre vie prendra fin. Bon, les abonnés de DMG TV, moi j'ai compris pour moi. Moi, je ne force rien. Si je ne suis pas quelqu'un du genre, je veux mettre mon doigt pour voir jusqu'où ça va aller. Moi, on m'a dit une fois, j'ai dit, ah, c'est les histoires les faux pasteurs, c'est ce que j'ai dit, ils racontent leur vie, ils racontent plein de bêtises. Je vais chez les Africains aussi, on me dit, ou si tu mets ton pied dedans ta main. Je vous assure que quand on m'a dit ça, ouh là 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 là, jusqu'à aujourd'hui, je tiens bon. Je ne peux pas vous dire combien de fois cette personne est revenue taper à ma porte pour s'excuser, dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais je tiens bon. Je tiens bon. Mes sœurs, écoutez votre instinct. Sauvez vos vies. Souvent, il y a des gens qui font des choses qui dépassent l'entendement. Moi, personnellement, je suis une mère. Je ne me permettrai jamais d'aller offrir l'enfant de quelqu'un à sacrifice parce que je suis trop fâchée. C'est-à-dire, parce que j'aime la personne dépassée, oui, je vais et puis je dis au sorcier de ma famille, ah, j'aime cette personne, il est avec telle femme, tuez la femme. Ah non, ça, en fait, ça vaut pas la peine, quoi. Hein? Dites à la femme de partir, faites-le. Moi, je ne dis pas aux gens de faire le goisse aux gens. Mais si vous voulez goisser quelqu'un, goissez le monsieur, il va prendre ses bagages, il va partir avec vous. Mais histoire d'aller goisser pour tuer les pauvres femmes qui ne vous ont rien fait, les pauvres enfants qui ne vous ont rien fait, il faut que vous arrêtez. Parce qu'on ne vous a rien fait. Et voilà pourquoi moi, aujourd'hui, je suis mélangée entre le catholicisme, bon, j'étais catholique, hein, entre la tradition et la religion chrétienne, parce que je suis arrivée à la conclusion que la religion, ceux qui m'ont sauvée, c'est pas le catholicisme. Hein. Je vous dis que je dormais à l'église et je vous dis que j'avais la foi. La personne qui va dire que j'avais pas la foi, ah non, j'avais la foi. J'avais la foi. Moi, combien de fois, des années, on me dit, ah, viens, on va aller faire ceci, viens, on va te donner ça. J'ai toujours dit non. Moi, je prie le Seigneur Jésus. Mais quand j'ai eu mon problème en souffrance, j'ai mis mon pied à terre, j'ai invoqué le Saint-Esprit. Mais les forces sataniques qui étaient autour de moi étaient trop fortes. Je vous assure que mon ex-compagnon dormait à l'église, priait à l'église, se mettait en genoux à l'église. Mais quand son beau-père lui a dit au téléphone, tu vas repartir avec ma fille, que tu le veux, oui ou non. Tout ce qu'on faisait, prière là, rien ne fonctionnait encore. Rien. Je crois en Dieu, chacun est libre d'avoir sa religion, mais il y a des problèmes, je suis désolée, mais c'est dans le mysticisme africain que ça se règle. Ok, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la communauté DMG. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ma famille. L'histoire se déroule, je pense bien, en 2023-2024, comme ça. Donc, c'est l'histoire de ma tante avant qu'elle ne décède, que ma mère m'a fait part de ça. Donc, du coup, ma tante était au village. Après, tout d'un coup, subitement, elle a disparu. Elle a dit à personne qu'elle se déplaçait pour venir ici à Libreville. Elle a duré, je pense bien qu'elle a fait un mois là-bas. Je pense bien qu'elle a fait un mois. Après, elle est descendue.
d'où elle était bien traitée, elle était aux petits soins, en fait. Elle ne manquait absolument de rien, désolée, de rien. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Donc, c'est comme ça qu'en descendant maintenant sur le village, son neveu en question lui remet une carte, une petite carte comme ça, je ne sais pas si c'est une carte de visite, mais je ne sais pas. Elle est descendue au village avec l'argent. Le temps passait, ça passait, ça passait. Une semaine, elle a commencé à ne pas se sentir bien, elle a commencé à avoir, je ne sais pas si c'est le ballon mystique, je ne sais pas. Elle a commencé à dire qu'elle ne se sentait pas bien, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est comme ça que maman, se disant que c'était du genre les petites fièvres que tu vois un peu les médicaments, peut-être 2 ou 3 jours après, ça s'adoucit, tu vois un peu, ça part après, tu vois. Donc c'est comme ça. Maman constate que malgré qu'elle donne les médicaments, ça n'a aucun effet. Qu'au fur et à mesure, même encore, elle se plaît même encore, pire même encore en fait. Elle se plaît encore davantage. C'est comme ça que ma mère dit non, c'est pas sérieux. Donc, ma mère prend sa grande sœur. Sa grande sœur. Ma mère prend sa grande sœur pour dire que non, on va un peu aller regarder ce qui ne va pas parce qu'elle commence à m'écrire. Ça n'allait pas. C'est comme ça qu'elles sont allées sur Lambaréné. Son neveu en question, on va l'appeler X, hein, parce que je ne veux pas dire on va l'appeler X. Donc c'est comme ça qu'elle est partie à Lambaréné avec sa grande sœur. Arrivée à Lambaréné là-bas, chez un grand praticien, elles se sont assises. Maman l'a expliqué le problème. C'est comme ça que le monsieur a dit non, votre sœur là ne fera pas une semaine. Elle va die quoi. Elle va mourir. Pourquoi? Oh non. Dites à votre sœur, demandez à votre sœur ce qui s'est réellement passé. Parce que là, si vous ne faites rien, elle va mourir. Votre sœur a un gros serpent qui est en train de nous bouffer. Qui est en train de bouffer en fait. Ça a dépassé, en fait, c'est déjà au niveau du ventre. La tête du serpent au niveau du ventre. Et bientôt, il va avaler tout le corps. Donc, il faut 150 000, je pense bien qu'il avait dit, parce qu'en fait, elle était vendue, quoi. Elle était vendue sans qu'elle ne le sache. En fait, pour l'aider, pour qu'elle soit totalement délivrée de ce cerveau. Donc, c'est comme ça, DMG, que maman dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais aller de porte en porte chez la famille pour essayer de trouver de l'aide. La famille que vous voyez là, ce n'est pas tout le monde qu'on voit en fait que tu vas te dire que non, la personne est bien, la personne sourit avec toi, la personne est gentille. Ah, mais au fond, tu ne sais pas ce que la personne a dans le cœur. Vraiment, fais très attention à la famille. Donc, c'est comme ça qu'elle est partie. Elle est retournée maintenant au village, le village de sa maman, où sa mère était mariée. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle a tourné. Je pense bien que maman avait déjà trouvé 100 000. Il restait 50 000. Elle est partie. Ma mère est partie chez son neveu, l'enfant de la grande sœur de ma mère. Elle est partie chez lui pour dire que non, expliquer la situation, que ça ne va pas, machin. Ta mère ici, le serpent, machin, c'est qu'on nous a expliqué, mais elle ne nous a rien dit. Oh, il parla sur ma mère comme ça, que non, il y a quoi? Moi, je n'ai rien, je n'ai pas l'argent, machin. Alors qu'il travaillait à l'époque, là, il travaillait. Oh non, je n'ai pas l'argent, hein, t'es les 20 000 là. Il a balancé les 20 000 à ma mère, devant sa mère. Sa mère lui a dit, ah, mon enfant, si c'est à moi que tu fais les choses comme ça, si c'est à moi,
Dieu seul sait ce qu'il va te faire. Moi, ta mère qui t'a porté 9 mois dans mon ventre. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire sortir. Tu me balances l'argent. Jusqu'à elle a mondial que tu ne vas jamais rien faire de ta vie. Tu ne vas jamais rien faire. Tout ce que tu vas entreprendre de faire, tout va toujours tomber. Malgré ça, il n'a même pas voulu écouter sa mère, il a chassé. Comme ça qu'elle a pris. Et puis, elle est retournée avec ma mère au village. Maman là-bas, maman l'a emmené dans sa maison. C'est comme ça que chaque soir, toutes les nuits, en fait, toutes les nuits, c'était comme ça. Il arrive, oh, il vient me chercher, oh, il vient me chercher, oh, il me dit que c'est l'heure, il me dit c'est l'heure de partir, il est là avec les gens habillés en noir, ils sont habillés en noir, oh, oh, yo, il voulait me chercher. C'est comme ça maintenant que maman est sortie de la chambre. C'est comment, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Ils sont là au salon. Maman a commencé à damer les prières, prier. Quand elle a fini de faire la prière, là, ma tante a dormi. Elle a dormi comme ça, elle dit que, ah, Dédé. Oh merde, je ne vais pas dire le prénom de ma mère. C'est pas possible. Si je peux tout faire pour couper la partie là, c'est le prénom de ma mère, pardon. Donc, c'est comme ça que ma tante dit à ma mère, oh, les prières que tu m'as vraiment fait la nuit, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a aidé. Mais, emmène-moi chez moi. Je préfère aller mourir chez moi. C'est comme ça qu'elle a parlé à DMG. Je préfère aller mourir chez moi. Maman a dit qu'ok, il n'y a pas de souci. Parce que maman a tourné, pas de solution, rien. C'est comme ça que maman l'a ramené sur l'Ambariné. À l'Ambariné là-bas. 6 heures, à peine 6 heures. Elle s'est mise à crier DMG. Oh yo! Il est là! Il est venu me chercher! Il est là! Oh maman! Il est là! Il prend mon cœur! Il attrape mon cœur! Il prend mon cœur! Oh, maman! Viens m'aider! À Manao, il a pris son cœur. Le cœur de ma tante. C'est comme ça qu'il a pris dans notre famille. Hein. Il a pris le cœur de ma tante mystiquement. Avant de mourir, quand elle criait, elle disait, il est là avec les bougies rouges, les bougies noires. Il me dit que c'est l'heure d'aller travailler pour moi. Ah maman, aidez-moi, maman, ah maman. Ça a réveillé tout le monde au village, tout le monde. Les gens sont venus, ah c'est comment? Je ne vais pas dire le nom de ma grand-mère. C'est comment? Tu fais quoi l'enfant ici? C'est quoi? C'est nous, la grand-mère a dit que vous-même écoutez. Écoutez le prénom qu'elle est en train de dire. Est-ce que c'est moi? Non. C'est comme ça que maman a fouillé, ma mère a fouillé dans ses affaires. Elle a trouvé la petite carte. Elle s'est rendue compte que la petite carte là, c'était pour mon frère en question. Pas celui qui a donné les 20 000, non. Un autre. Comme... en fait, c'est tellement non, donc je vais préférer faire court. Donc, c'est comme ça que la grand-mère et ma mère sont allées voir le corps de ma tante. Sur la main de ma tante était dessinée 666. Ma mère disait que, mais le signe là, c'est quoi? Au moment où elle dit qu'elles vont appeler les hommes, pour venir voir la marque qu'il y avait sur le bras de ma tante, 666. Quand ils reviennent, la marque avait disparu. En fait, c'était genre comme si... genre, ça a été fait comme le tatouage. Vous voyez comment on fait le tatouage, non? C'est comme ça que c'était. Malheureusement, elle est morte. Et...
Moi, je n'ai même pas pu assister parce que, bon, trop de petits problèmes que j'avais. Donc, c'est comme ça que ma mère a tout fait pour retrouver la petite carte là. La petite carte là, jusqu'à présent, elle a disparu. On ne sait pas où elle est. Maintenant, trop de choses dans ma famille. Maintenant là, autour au jour de l'enterrement, qu'on devait l'enterrer maintenant, une femme surgit de nulle part dans le barillet pour dire à ma grand-mère. Elle a vu ma grand-mère assise, elle est passée devant ma grand-mère, elle fait pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es en train de détruire ta famille? Tu détruis ta famille, pourquoi? Le gros bagage que tu as sur ton dos là, tu ne veux pas décharger ça, pourquoi? Décharge le gros bagage que tu as dans ton dos là, décharge ça. Après, ma mère a dit, mais si tu connais, il faut parler, dis-nous, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? La femme a dit que non, je ne suis pas là pour parler des choses de votre famille. Après, on va dire que c'est moi qui suis venue délaisser votre famille. Ma grand-mère, la seule chose qu'elle a dit, c'est parle d'abord, ensuite moi je vais parler. Commence à parler, moi je termine. C'est comme ça qu'elle s'est tuée, Narine. La femme l'a appris, puis elle est partie. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est de faire attention à la famille. C'est pas tout le monde dans la famille qu'il faut fréquenter. C'est pas toutes les choses qu'on te donne dans la famille qu'il faut prendre en fait. Parce que tu ne sais pas qui te veut du mal. Le mal vient de partout. Ça peut être ta soeur, ton frère, ton propre enfant que tu as même engendré. Mais sauf que ce n'était pas ce cas. Ce n'est pas ce cas parce que ce n'est pas son enfant. En fait, notre grand-père a eu 2 femmes. Donc, c'est un peu divisé. C'est ça mon histoire d'MG. C'est ça. Bon, merci et bonne soirée à la famille d'MG. N'oubliez pas de vous abonner et de partager parce que ça sensibilise vraiment les gens de faire surtout attention vraiment. Le monde de maintenant est tellement méchant, on ne sait plus à qui se confier, on ne sait plus ce que tu as même peur. Bonne soirée, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici vous raconter une histoire qui a été racontée ces jours-ci à Yaoundé. Alors, c'est un jeune homme, il arrête son taxi, il entre et quand il est dans le taxi, il se rend compte qu'il y avait une conversation qui s'y déroulait entre le chauffeur et les passagers. Il y avait en fait une jeune dame qui racontait comment est-ce qu'elle avait échappé d'une agression. Bien, vous savez comment c'est dans les taxis, non? Les gens participent joyeusement à la conversation de tout le monde. On rit, on tape les divers et tout ça. Voilà alors que la jeune fille, elle termine l'histoire. Le chauffeur, autour du chauffeur de parler, il dit, ah, vous ne savez même pas ce que nous, les chauffeurs, nous voyons. Hein. Ce que nous voyons surtout la nuit, là, c'est grave. Il y a des jours comme ça, tu vis une scène, tu arrives à la maison, tu n'arrives même pas à expliquer, parce que tu ne sais même pas vraiment ce que tu as vu. Tu vois des choses, le dehors, ce n'est pas simple. Je vous assure, le dehors, ce n'est pas simple. Les gens commencent à l'encourager. Eh, mais répète, c'est comment? Raconte-nous, non? Qu'est-ce que tu as vécu comme ça qui te dépasse? Qu'est-ce qu'il dit? En tout cas, je vais vous raconter une histoire. Qu'est-ce que le monsieur dit? Un soir, c'était à la fin de son service. Et il était en train de prendre les derniers marchés, là. Vous voyez, les derniers clients du soir, là. Le gars, il arrive alors quelque part, une maman, elle le prend en course. Elle était en train d'aller dans un de nos petits villages qui sont autour de Yaoundé là. Elle lui prend la course et bien sûr, elle payait bien. Le gars prend la Mater. Arrivé au village de la Mater, il dit qu'il était arrivé, c'était dans les minuit comme ça. Dans les 23h quelque chose, presque minuit. Il dépose la Mater. Quand il veut partir, la Mater dit que non, mon fils, attends un peu. Ce n'est pas très bien que tu rentres. Moi, je te conseillerais plutôt de dormir ici, s'il te plaît. Le lendemain, très tôt, là, tu pars, s'il te plaît. Le gars dit que non, il faut que je rentre. Elle insiste, elle dit, s'il te plaît, dors ici, tu vas rentrer demain. Dans le village, si non, ce n'est pas bien. Dors d'abord ici.
Le gars dit non, non, maman, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Moi, je rentre rapidement là parce qu'en plus de ça, tu vois, le taxi, si ce n'est pas ma voiture, hein, et mon patron, quel que soit l'endroit où je suis parti, il exige qu'avant de rentrer chez moi avec la voiture, il faut d'abord que je passe chez lui pour qu'il voit, il me voit et voit la voiture. Donc, il faut absolument que je rentre. En plus, depuis là, je me suis rendu compte que mon téléphone dérangeait beaucoup. Apparemment, mon truc n'a pas, le signal n'est pas bon ici. Donc, il faut absolument, il ne faut pas que le patron commence à me chercher. Pardon, maman, ne t'en fais pas, je vais rentrer, tout ira bien. Elle dit, ouais, mon fils. Elle dit, ok, que Dieu te bénisse alors qu'il te garde. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, de m'avoir amené jusqu'ici. Le gars part, il entre dans le taxi, dans son taxi, il démarre, il prend la route. Il est en train de se diriger vers la sortie du village. À un moment, des gars, des jeunes hommes sortent de part et d'autre des buissons et bloquent la route. Hé, c'est comment? Descends, descends. Eh oui, c'est vous qui venez souvent voler les chèvres ici la nuit au village, descends et tout ça. Le gars reste dit que, hey, c'est quoi ça, non? Il arrête la voiture parce que les gars avaient bloqué la route, ils avaient des gourdins, les machettes en main. Il baisse un peu sa vitre, il dit que non, mais je suis juste venu déposer un remé ici, une matériel là derrière. Je suis en train de partir. Je suis un chauffeur. Comment ça tu dis que je vous dis que je vole les chèvres? On dit que non, c'est vous qui volez les chèvres. Dit que, ok. Mais regarde bien, est-ce que tu m'as vu avec les gens dans la voiture? Tu as vu les chèvres dans la voiture? Je suis en train de rentrer. Je vous dis que si vous voulez, on peut regarder. La matière là, elle habite quelque part là-bas. Venons pas. Non, on s'en fout. C'est vous qui volez. Descends, descends. Les gars font le bruit. Puis après, ils commencent à envoyer les mains. Comme il avait baissé les fenêtres là. On commence à envoyer. Ils essayent de le tirer. Le gars comprend que non, les gars, s'il y a autre chose, ce n'est pas l'histoire de chèvre là. Il retire la clé du contact qu'il serre de sa main parce qu'il se disait que si les gars, apparemment ce sont des bandits, si en fait ils veulent m'agresser, ils peuvent voler la recette, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent toucher à la voiture, je vais jeter les clés dans les herbes. Je vais jeter les clés dans les herbes pour qu'ils ne puissent pas prendre. Je vais essayer de m'enfuir. Les gars sont là, descend les trucs et tout ça. Il le tire, le gars descend. Quand le gars descend, on le racle, il tombe. Il commence à le rouer de coups, bien sûr, fuyant les poches et tout ça. Vous voyez, les gars sont en train de voler en fait. Après un moment, apparemment, ils avaient pris ce qu'ils devaient prendre. Les gars se dispersent et fuient. Le gars reste là comme ça, mon Dieu. Ça, c'est quel dème comme ça, non? C'est quelle malchance là? En tout cas, il est en vie. Il se lève, on l'a un peu amoché là, pas de problème. Il entre dans la voiture, il démarre, il continue. Voilà, alors que quelques mètres plus loin, il observe une forme au milieu de la route, devant. Il regarde bien. Il avance jusqu'à une certaine distance, il met les longs phares. Il y a quelqu'un qui se tient au milieu de la route. Il met les longs phares. Il se rend compte que c'est une vieille maman. Elle avait une petite haute au dos. Mais ce qui était encore plus étrange, c'est qu'elle était géante. Elle était mince et grande. Elle était plus grande que son taxi. Le gars dit qu'il regarde, dit que c'est seulement ma nuit ou quoi? Ça, c'est quoi ça encore que je suis en train de voir là? Elle se tenait là et elle marchait lentement. Donc, elle marchait au ralenti. Un peu comme si on avait appuyé sur la télécommande, sur la touche, la ralenti. La femme marchait pas. Le gars dit, Mambi, c'est comment? Il regarde à gauche. Donc, il laissait voir s'il peut la déborder à gauche ou à droite. Non, il ne pouvait pas parce qu'il y avait la rigole. Vous voyez le style de rigole de pente qui descend là. À gauche et à droite. Il ne pouvait marcher que au milieu de la route. Le gars baisse alors encore sa vitre. Vous vous rendez compte que derrière lui, il y a les gars là, il ne sait pas ce qui peut encore leur passer par la tête comme idée. Devant lui, il y a la femme là qui bloque carrément la route. Et qu'est-ce qu'une femme peut faire à minuit avec la haute dos, une vieille mère? Qu'est-ce qui se passe dans le village sinon? Le gars baisse. Cette fois-ci, le gars, lui, ne sort pas tout son corps de la voiture. Il sort seulement la moitié de son corps. Les pieds toujours sur les pédales. Ouais, maman, pardon. Maman, elle se retourne. La femme est étrange, mais le gars dit que, gars, ici, là, il y a le danger derrière, le danger devant. Mieux vaut que je fonce. Il dit, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre un peu de côté là? Je vais passer, s'il te plaît. Je suis un peu pressée, maman, s'il te plaît. Elle le regarde. Elle dit, mon fils. Oui, maman. Est-ce que tu peux m'avancer là? J'ai envie de descendre là devant. Le gars reste comme ça. Tu vois, elle est au milieu de la route. Ce n'est même pas qu'elle s'est mise de côté pour que tu entres, même tu fonces doucement que, pardon, partez votre sorcellerie. Non, le gars reste, il va faire comment? Il dit, ok, monte. Et il se demandait même que, c'est quand elle est en train d'avancer vers la voiture, il se demande même que, ok, ce n'est pas la Matessi qui marchait doucement tout à l'heure comme si elle était mourante là. Maintenant, elle marchait très bien. Et en plus de ça,
Comment elle va même se plier pour entrer avec toute sa taille là? Mais la femme a réussi à entrer, à s'asseoir près de lui et elle avait sa petite hôte la poser sur les genoux. Le gars dit, hey, pardon, j'accélère seulement, il faut seulement que je vois les lumières de Yaoundé là. Elle va même descendre à Yaoundé avant de chercher la route de son village. Le gars est en train d'avancer, mais il sent une immense chaleur qui est en train de venir de la direction du capot de la voiture, un peu comme s'il était en train de rouler avec une fournaise posée sur le capot de la voiture et tout l'air là le frappait et ça l'empêchait même déjà de respirer tellement c'était chaud. Le gars reste comme ça, il dit que non, ça c'est le witch, ça c'est le witch, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est quoi ça? La chaleur, la grande chaleur là, donc le style que tu as un grand feu là, la chaleur là et le feu là sont en train de venir, il n'arrivait plus à respirer. Et puis subitement il entend près de lui. C'est comme ça la femme qui est en train de claquer des dents. Il regarde, elle était en train de... Donc ses dents étaient en train de claquer. Mais il dit que la famille, c'était à une vitesse pas possible. Ses dents claquaient à une vitesse pas possible. Hey! Et rapidement, le gars regarde la femme. Il regarde, elle était là comme ça, tendue, comme si elle était hypnotisée par quelque chose. Elle ne fait que claquer les dents. Le gars dit que je suis entré dans quoi, oh? Je suis entré dans quoi? Anti-bébé Zamba Maouya, je suis entré dans quoi? Oh? Le gars, il a dit que qui m'a envoyé ici? Oh? Qui m'a envoyé ici? Oh? Anna Wama. Qui m'a envoyé ici? Oh? Les dents sont là. Hey. Après, subitement, la femme, elle tourne le regard, elle tourne la tête vers lui et elle envoie la tête. Le gars se rend compte qu'il veut, elle veut le mordre. Et il regarde, il recule. Mais elle envoie encore, elle voulait absolument le mordre. La famille, le gars a dit que non, non, ou je ne suis pas le fils de ma mère, ou je ne suis pas le fils. Il a bondi, la femme, ils ont commencé à bagarrer. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il tenait seulement son cou et son visage. Il ne voulait pas qu'elle le morde. Elle voulait absolument le blesser. Et quand il est en train de faire ça, il se rend compte qu'elle n'est même pas vraiment forte physiquement. Elle est plutôt légère et tout ça. Mais tout ce qu'elle veut, c'était juste que sa tête, que ses dents le touchent. Où elle avait un poison paralysant sur les dents, le style que si elle le blesse même un peu comme ça, il reste paralysé. Il était seulement en train de bagarrer, il la pousse, il ouvre la portière, il la pousse avec les pieds, doum, à l'extérieur. Elle tombe à l'extérieur avec son panier. Il part, il sort donc du côté passager directement. Il a pas le temps d'aller contourner, il peut entrer dans la voiture, tu ne sais pas ce qu'elle va faire. Pas comme ça, il la jette dans les airs. Elle tombe, pouf. Il dit qu'elle était légère, elle n'était pas vraiment très lourde ou bien un truc. Non. C'est juste qu'avec elle, c'était seulement sa tête. Elle envoyait seulement sa tête. Il fallait absolument qu'elle le morde. Il ferme la porte. Il entre, il ferme la portière. Il démarre la voiture. Le gars dit qu'il a foncé. Il dit qu'à un moment, quand il a guetté vers les herbes, il n'y avait plus personne. Il y avait seulement les herbes couchées là, mais il n'a plus vu la femme. Ni à gauche, ni à droite. La femme qui marchait lentement au milieu de la route, elle n'était plus là. Le gars alors dit qu'il a posé les pieds sur l'accélérateur. Il a mis la voiture en première. Quand il a sursauté la famille, il était à Père Monti, au collège Père Monti, là, à Yaoundé. Il était dans les 2 heures quelque chose. Il ne sait pas comment il a fait pour arriver là-bas. Il ne se souvient pas comment est-ce qu'il a fait pour sortir de ce village-là. Comment est-ce qu'il a fait pour retourner sur le goudron et prendre la direction de Yaoundé. Il ne sait pas. Il s'est réveillé, il y avait 2 heures quelque chose. Il avait roulé en première tout ce temps-là, il s'est réveillé à Père Monti. Alors, la famille, quand nous sortons là, quand nous sortons prier, même nos frères taximens, quel que soit votre boulot, même les Uber et tout ça, priez. Et parfois, quand vous arrivez dans le village de quelqu'un ne peut pas souvent ouvrir la bouche pour te dire que mon frère, les witch dans le village, c'est dangereux. Oh. Il y a les agressions, il y a ceci, il y a cela. Oh. Il y a parfois, ils ne savent pas comment te dire ça. Ils vont te dire que pardon, donne un peu ici, tu quittes le matin. Mais bien sûr aussi, ici dans la page DMG, nous avons aussi entendu les histoires que on te dit dors ici, c'est pour que la nuit, on te tâte bien pour voir si tu as la bonne graisse et la bonne viande. Donc finalement, on ne sait plus. Pardon, oh. Elon Musk fait sa première avion spatial. Moi, je me propose, je pars sur une autre planète. Parce que là où nous sommes là, tu acceptes l'invitation, tu peux être en danger. Tu refuses l'invitation, tu peux être en danger. On va faire comment la famille? Venez raconter en commentaire. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMJ, j'espère que tu vas bien. Je te contacte comme ça depuis le Gabon. Et j'aimerais rencontrer mon histoire.
Il y a quelques temps de cela, j'étais à la recherche d'une petite amie. J'ai contacté un ami à moi. Et cette amie m'a présenté une fille. Cette fille, je vais taire son nom. Une très belle fille, très jolie fille, qui avait déjà aussi un enfant. On s'écrivait par WhatsApp, on parlait par WhatsApp et tout et tout. Après, venait le moment où on devait commencer à sortir, on a commencé à faire des sorties, aller manger, aller au resto et tout ça. Et après quelques temps, la go a bien voulu qu'on puisse aller au lit. Bon. Un jeune garçon qui cherchait cela depuis un bon bout de temps, je me suis laissé aller. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. On a fait la chose qu'il fallait faire. Quelques temps après qu'on a fait ensemble la chose qu'il fallait faire, j'ai fait une crise. Mais je t'assure que DMJ, de toute ma vie, je n'ai jamais eu à faire des crises d'épilepsie. Je ne suis pas épileptique. Je n'ai jamais, dans ma famille, il n'y a jamais eu ce genre de maladie-là. Et après, j'ai fait une crise. Après avoir sorti avec la fille, on va dire quelques jours après avoir sorti avec la fille, j'ai fait une crise. Mes parents sont rentrés dans la chambre. Ma mère, par contre, est rentrée dans la chambre. Lorsqu'elle est rentrée dans la chambre, elle m'a trouvé. J'étais comme mort. C'est-à-dire, j'étais devenu glacé. Mon père m'a réanimé. Une fois, mon père m'a réanimé. Et ensuite, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans la voiture. Ils sont partis à l'église. Et à l'église, le pasteur a prié pour moi. Il a parlé, il m'a dit ceci, il m'a dit beaucoup de choses. Et après, je me suis senti quand même mieux. Je me suis senti bien. Après, nous sommes rentrés à la maison. Je suis rentré, j'ai dormi, j'ai même mangé, j'ai endormi. Tout allait bien. La fille, après, je commençais à écrire avec elle et tout. Bon, je ne l'ai pas expliqué la situation. Quelques temps après, je me suis revenu avec cette dernière. On a encore refait les choses qu'on avait fait la première fois. Et quelques temps après, je refais encore la même crise. DMJ. Cette fois-ci, j'ai effleuré la mort. Je t'assure. Et après, on m'a toujours emmené chez le pasteur, on a prié pour moi. Et ensuite, je suis rentré à la maison. En rentrant à la maison, je suis resté dans mon salon à réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ensuite, excusez-moi, j'ai dormi comme la première fois. J'ai mangé, j'ai dormi. Quelques temps après, bizarrement, mon cœur a commencé à noircir vis-à-vis de la fille avec qui j'étais. C'est-à-dire, je n'ai plus la ressentir, je ne voulais plus, en fait, je ne voulais plus rien avoir avec elle. Après, on a coupé les ponts, on a arrêté la relation. Quelques temps après, mon ami me fera comprendre, je lui ai expliqué la situation à mon ami. Il m'a dit, ah oui, j'ai oublié de te dire, cette fille est genre comme héritière, si c'était quoi dans les choses de la sorcellerie et tout. J'ai dit, ah, donc tu m'as pas dit que la go était genre dans le truc de la sorcellerie. Et après, bon, c'est passé. Mais je t'assure que depuis que je n'ai plus couché avec cette fille, aujourd'hui ça fait 2 ans, 1 an déjà autant pour moi, que je n'ai plus connu cette fille. Je t'assure que je n'ai plus jamais eu à refaire cette crise d'épilepsie. Et je me sens épanoui, je me sens bien à nouveau. Et par la grâce de Dieu, j'ai même décidé de servir le Seigneur. Ce que j'aimerais dire à mes frères et à mes sœurs et à toutes les personnes qui vont entendre ce témoignage, c'est qu'on ne va pas avec tout le monde. C'est le message que moi j'ai compris. On ne s'accouple pas avec tout le monde. On ne fait pas les rapports, les choses qu'on connaît là, avec tout le monde. Parce que le sexe, mais vraiment le sexe, c'est pas tout le monde avec qui on fait le sexe. C'est pas tout le monde avec qui on doit avoir des rapports sexuels. Donc c'était un peu ça, DMJ. Je te remercie beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.